Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode estival de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Passe un bel été? À date, ça va très bien, ouais. Je ne vais pas me plaindre. Été occupé, en tout cas, s'il en est un, parce qu'on s'est parlé, il y a quoi, pour le dernier podcast, ça fait un mois à peu près, Ouais. avant l'UFC 264, Poirier contre McGregor. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté là, du côté de l'UFC, également du côté de Bellator. Beaucoup de nouvelles pour les combattants de chez nous également. Donc, on va essayer de vous faire un petit récapitulatif des dernières semaines, mesdames, messieurs. Vous allez voir, ça va aller vite. Là. On est en version Zoom également aujourd'hui. Là. On s'excuse si la qualité n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais c'est l'été. On est en vacances, mais on voulait quand même vous présenter un petit podcast là, justement là, pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe et vous faire un récapitulatif des dernières semaines. OK, Pat, on va commencer par un des gros combats de l'été. Ça se passait la semaine passée, le week-end dernier, et ça ne se passait pas à l'UFC. Combat ultra important, ultra attendu chez Bellator. C'est rare qu'on en parle, mais pour celui-là, là, pas le choix de commencer avec le Bellator 263. Patricio Pitbull contre AJ McKee pour le championnat des poids plumes de l'organisation. Il y avait un gros chèque d'1 million de dollars également en jeu. On parle du meilleur combattant peut-être de Bellator, de l'histoire de Bellator en Patricio Pitbull et le futur qui est maintenant le présent. AJ McKee, quelle victoire de l'Américain, a passé une guillotine au vétéran Pitbull au premier round. Est-ce que AJ McKee, Pat, doit être considéré comme peut-être le meilleur poids plume, toute organisation confondue? Ben, écoute, c'est dur, il faudrait quasiment faire un tournoi avec d'autres organisations. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que, écoute, quelle soirée pour McKee, hein? Ils viennent de battre le plus grand combattant de l'histoire de Bellator, reste invaincu et un chèque de 1 million. Je veux dire, ça, c'est une belle soirée là, de travail. Mais de la manière, ça s'est passé aussi. Ouais, exact. Tu sais, ça avait brassé pas mal en conférence de presse aussi. McKee qui avait essayé de rentrer dans la tête de Pitbull, avait même été agrippé des ceintures aussi de Pitbull. Il avait essayé de le déranger. Je pense que ça a peut-être marché parce que Pitbull a essayé de rester calme, mais écoute, ça avait laissé quand même, je pense, des traces dans la tête de Pitbull. Mais écoute, McKee, tu l'as dit, hein, c'est le futur de cette organisation-là. Il est très, très solide. Puis, tellement ça s'est passé. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé que ça se termine au premier rang de ce combat-là. Non, surtout que, tu sais, Patricio Pitbull, là, si vous ne le connaissez pas, c'est pas le dernier venu, là. Il est quand même double. Ben, il était. Avant ce combat-là, il était double champion chez Bellator. Le champion à 145 livres, champion à 155 livres. Il conserve sa ceinture chez les poids légers. Mais qui lui a ravi sa ceinture à 145 livres, a dit maintenant, je m'en vais pour sa deuxième ceinture. Là. C'est ça. On s'attend à un combat revanche. On voudrait que ça se passe au Brésil. Ça se passait en Californie, dans la cour d'AJ McKee. La revanche pourrait peut-être se passer au Brésil. C'est peut-être le début d'une belle rivalité également de ces deux gars-là. Ça se peut. Si je ne me trompe pas, le Bellator n'a jamais été au Brésil. De toute façon, présentement, ce n'est pas vraiment une bonne place. Ouais. Mais écoute, écoute, je pense qu'un combat revanche, tout le monde aimerait avoir ça. Nous autres, on en parle. Encore une fois, Bellator a peut-être un petit peu de difficulté à sortir de l'ombre de l'UFC, mais il reste que, on en parle souvent de Bellator, peut-être moins souvent que l'UFC, mais on en parle quand même assez souvent. Puis on n'arrête pas de le dire. Là, il y a d'excellents combattants là-dedans. C'est vraiment, là, il y en a qui sont faire partie des meilleurs au monde, toute organisation confondue. Puis, écoute, ce combat-là, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça a eu beaucoup, beaucoup de presse. Mais encore une fois, tu regardes puis il est en compétition directe avec l'UFC. Hein. En compétition directe avec le gala de l'UFC samedi. Puis tu regardes les chiffres. Écoute, on n'est même pas proche. Là. Et tu sais, l'UFC n'était pas une grosse carte. Là. On s'entend, il y a eu beaucoup de blessés, ça a changé beaucoup. Puis les chiffres, là, à son pic, la carte de l'UFC en fin de semaine a été autour de 850 000. Et au pic, Bellator, pendant la finale, il y a à peu près 275 000 personnes qui l'ont écouté. Fait que, on est encore très, 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 très loin
de chauffer juste un peu l'UFC, même avec des combattants comme Pitbull et Mickey. Ben, j'allais te demander, peut-être que tu viens de répondre un peu à ma question, mais j'allais te demander si AJ McKee, qui est dans l'âge, il a 26 ans, je pense, 18 victoires, aucune défaite, qui est maintenant le visage de Bellator, charismatique, très, très, très talentueux, spectaculaire. Ouais. Est-ce que c'est le gars qui va pouvoir mettre Bellator sur la map? On a essayé plein de stratégies là, chez Bellator. On a essayé d'aller chercher des anciens de l'UFC qui étaient des vedettes à l'UFC en fin de carrière. C'est ça le problème, Ben. D'aller chercher des jeunes, là, est-ce que ça peut permettre à l'organisation de chauffer l'UFC? C'est parce qu'ils ont comme... ils ont comme brûlé leur nom, ils ont brûlé un peu l'organisation parce que, veut pas, on disait tout le temps que Bellator, c'était un peu la poubelle de l'UFC. Quand l'UFC ne voulait plus avoir le combattant, ils le mettaient à la porte et Bellator, ils ramassaient. Ils ont cette espèce de réputation-là. Puis c'est pas une bonne réputation. Je dis, c'est pas ça que tu veux. Mais avec des gars comme Mickey, oui, ça peut être, il peut mettre le Bellator sur la map, mais Bellator a un gros travail à faire. Eux autres aussi. Scott Coker, c'est pas un imbécile. Là. C'est un bon promoteur, mais je ne sais pas qu'est-ce qui manque. Je ne connais pas la réponse, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose de l'organisation pour plus promouvoir les combattants, peut-être avoir un meilleur deal de télé à quelque part, de publicité. Je ne sais pas, mais il faut que ça soit plus vu s'ils veulent avoir un retour sur leur investissement à quelque part. Je sais qu'il y a Viacom qui est en arrière de ça. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais il reste que les chiffres ne mentent pas. Puis les chiffres, je vous l'ai dit, là, qui regardait l'UFC et le Bellator en fin de semaine. Puis on s'entend, la carte de l'UFC a super bien tourné. Là, puis c'est souvent ça qui arrive quand il y a des inconnus sur la carte. Mais il reste que tu regardes les deux. C'était bien plus intéressant. La carte du Bellator était bien plus intéressante sur papier que celle de l'UFC. Ça n'a rien changé. Bon, on parlait de Mickey, qui est peut-être un des meilleurs combattants à 145 livres. Difficile à savoir tant qu'il n'a pas affronté les meilleurs. Difficile de le comparer à un gars comme Alexander Volkanovski, qui est champion à l'UFC. Brian Ortega, Max Holloway également. En entrevue, Mickey a dit « Je serais prêt à affronter tous ces gars-là ». Scott Coker, le président de Bellator, a dit « Moi aussi, je suis ouvert à faire un inter-promotion là, avec l'UFC. On l'a déjà fait avec One FC du côté de Bellator. Donc, on est plus ouvert à ça du côté de Bellator. On s'entend que ça n'arrivera pas avec l'UFC. Non, ça arrive par Mickey contre Max Holloway ou quelque chose comme ça. Absolument pas, parce que Bellator a tout à gagner là-dedans. Ils n'ont absolument rien à perdre. Parce que Bellator est considéré comme moins bonne que l'UFC par tout le monde. Fait que s'il perd, Mickey, c'est normal. S'il gagne, hey, là, imagine-tu comment l'UFC vient de l'avoir profond ou ce que je pense, tu comprends? Fait que, non, mais dans toutes les situations, Bellator, l'UFC a à perdre là-dedans. Même si le combattant de l'UFC gagne, c'est normal. Aux yeux de tout le monde, ce n'est pas mon opinion, là, mais aux yeux de tout le monde, c'est ça. C'est supposé être ça qui est arrivé. Fait que c'est trop dangereux pour l'UFC. Écoute, ça n'a pas rapport. Non à surveiller, en tout cas, AJ McKee chez Bellator, champion maintenant des 145 livres poids plume de l'organisation. Fiche de 18-0. Un gars qui vient être connu. Puis on parlait, c'était peut-être le combat le plus important et le plus attendu de l'histoire de Bellator. Ouais. McKee a terminé ça assez rapidement. Victoire au premier round par guillotine. En plus, il est allé chercher. Comment ça s'est passé? Là? Il a ébranlé Pitbull avec un coup de pied à la tête rapidement. Il a levé les bras au ciel pour célébrer. Finalement, c'était pas terminé. Il est allé chercher une guillotine ultra serrée, debout. Ouais. C'est vraiment une page du plan de match de Patricio Pitbull. C'est la technique de Pitbull, la guillotine. Ouais. Ajouter l'insulte à l'injure de le terminer comme ça, c'était spectaculaire. Hein? Exact. C'est pour ça que on pense bien gros qu'il va y avoir un combat revanche. Je veux dire, contre qui on veut le mettre, mais qui là, présentement. Puis je pense que Pitbull mérite qu'on lui donne un combat revanche direct. Par respect à ce qu'il a fait pour l'organisation. C'est le meilleur combattant de l'histoire de l'organisation. Je pense que oui, ça serait bien d'y donner tout de suite un combat revanche. Il faut dire que ça m'était fait un tournoi là, au cours des 2 dernières années. Pitbull et McKee sont passés au travers de la compétition assez facilement. Donc, il y a eu un ménage un peu qui s'est fait dans la catégorie des 145 livres chez Bellator. Donc, à court terme, remettre ces gars-là contre des gars qu'ils ont affrontés dans le tournoi, c'est peut-être pas logique. Donc, bon, à suivre de ce côté-là chez Bellator. On va revenir sur la carte de l'UFC, Pat, que tu animais, que tu analysais avec JP cette fin de semaine à RDS. On va parler de la finale, en fait, là, et de Sean Strickland qui est allé d'une clinique carrément face à Uriah Hall. Sean Strickland, on ne le voit pas trop venir à 185 livres, mais là, c'était quoi sa 5e victoire de suite? Là,
il fait son entrée dans le top 10. Un gars à surveiller. Oui, toujours invaincu à 185 livres après être revenu d'un accident d'auto qui a fait perdre, d'accident de moto qui a fait perdre sa jambe. Fait que son histoire est vraiment bonne. Moi, ce que j'ai moins aimé, par exemple, en conférence de presse après, il a dit qu'il aimerait ça tuer quelqu'un dans l'octogone. Tu vois, à un moment donné, là, tu gardes une petite gêne, là, c'est plus, sa mentalité-là, c'est plus ça. Même si tu dis, moi, n'importe qui, je m'en fous, je veux juste me battre, tu peux pas dire des affaires de même en 2021, là, ça se fait pas. Là. Mais pour revenir au combat, c'est un mélange de Strickland qui a donné une clinique et un mélange de Ray Hall qui ne s'est pas présenté encore une fois dans les grands moments. C'est tout le temps le défaut de Ray Hall depuis longtemps. Ray Hall, c'est un gars de séquence. Là, il était sur une séquence de 4 victoires. On voyait que ça allait se finir. On regardait son historique dans son passé, les victoires et les défaites. C'est ça. C'est en séquence, lui. Fait que, il n'a jamais gagné, perdu. Il perd 3 combats, il en gagne 4. Il perd 3 combats, il en gagne 4. C'est à peu près tout le temps comme ça. Puis, écoute, je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à gager, là, je ne sais pas comment dire en français, là, mais à s'adapter, exactement. Il y a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à la pression de Strickland. Strickland, il va vers l'avant, il va toujours vers l'avant. Un jab ultra efficace. C'est le jab qui a tout fait dans ce combat-là, qui a dérangé Ray Hall. Puis après le premier round, Ray Hall était brûlé déjà. Il était brûlé dans le coin, là. Il était essoufflé, il n'était plus capable. Puis j'ai eu une question à un moment donné, après le combat, quelqu'un m'a demandé, il dit ouais, Strickland, il est venu, il n'y avait pas de gars de coin, il n'y avait personne parce que Strickland, il laisse ses gars de coin à l'extérieur. Il ne veut pas que ses hommes de coin rentrent à l'intérieur dans la cage parce qu'il dit c'est mon environnement, c'est moi, c'est à moi, ça, tout ça. Fait qu'on va se parler à travers. Puis lui, il ne s'assoit jamais. Fait qu'on va se parler à travers le grillage. Fait que oui, il y avait des gars de coin, il y avait 4 hommes de coin. Mais lui, il préfère garder ses hommes de coin à l'extérieur. Ah, intéressant. C'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent. J'avais même pas remarqué en regardant le combat qu'il était resté seul. Mais stratégie intéressante de ne pas avoir le gars de coin. Il doit être pas mal un des seuls à faire ça. Il y en a qui ont juste une personne. Ouais. Mais la personne rentre quand même dans l'octogone. Cette fois-ci, aucune personne dans l'octogone. Peut-être parler un peu de l'aspect global de cette carte-là. En fait, ce qui a retenu l'attention là, avant samedi soir, c'est tous ces combats annulés. Là. Au cours des dernières semaines, il y en a eu 11. Il y a eu des combats qui ont plusieurs blessures. La carte a vraiment été chamboulée là, d'un bout à l'autre. Il y a une combattante qui n'a pas fait le poids également. Le combat a été annulé. La demi-finale est annulée à cause de la COVID. 7 livres. Attends, présente-toi pas, là, ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Puis elle, c'est pas la première fois qu'elle manque le poids en plus. C'était Nico Montagno. Ça m'a amené, là, tu fais exprès pour te faire nombre de catégories, nombre de catégories de poids. La demi-finale, un combattant qui a contracté la COVID-19, Rani Yahya, qui a contracté la COVID-19. Là, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus, mais globalement, l'UFC a réussi quand même à mettre des cartes. Là. Puis ça a pas mal tourné. Il y a eu 9 combats, je pense. Ça s'est quand même bien passé. On a réussi, malgré toutes ces embûches-là, à présenter un gala. Mais est-ce que ça commencerait à être le temps pour l'UFC notamment au niveau de la COVID, d'obliger le vaccin, parce que là, on a perdu la demi-finale à la dernière minute. La demi-finale de l'UFC 265 cette fin de semaine est annulée à cause que Amanda Nunes a contracté la COVID également. Ça va commencer à coûter cher à un moment donné à l'UFC, tout ça. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Connaissant Dana White, connaissant ses valeurs politiques, connaissant lui, ça ne sera jamais obligatoire. C'est jamais obligatoire c'est un bon ami de Donald Trump. Il pense comme Donald Trump. Puis on sait les pensées et les convictions de Donald Trump envers la COVID. Malgré que Donald Trump s'est fait vacciner la semaine passée. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de penser que c'est. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il faut arrêter de penser que c'est un complot des gouvernements. Ici, il y en a qui chialent après le gouvernement et disent c'est une dictature de quoi même. Tu as le droit d'être pas d'accord, mais c'est mondial. C'est pas juste au Québec qu'il y a la COVID, à un moment donné. Est-ce que ça devrait être obligatoire? Moi, mon opinion là-dessus, c'est non. Parce que je ne suis pas. Il faut que ça reste un choix. Je ne peux pas obliger quelqu'un à se mettre de quoi dans le corps. Moi, c'est mon opinion personnelle. Sauf que c'est sûr que tu regardes ça, puis ça dépend de tes valeurs, ça dépend de tes croyances aussi, mais c'est vrai que c'est plate pour une organisation, puis les fans aussi. Tu regardes ça, puis Rani Yahya, il n'y a sûrement pas autant de fans qu'Amanda Nunes, mais c'est plate de perdre Amanda Nunes, un combat de championnat du monde, puis elle doit trouver ça plate. Là. C'est ça. Non, mais effectivement,
faut pas rentrer dans la politique et tout ça. C'est plus un aspect business que je me posais la question. Est-ce qu'on va aller jusque-là? On ne l'a pas fait vraiment. La NFL, par exemple, a implanté des protocoles ultra stricts. Là, si tu n'as pas le vaccin, ben, tu ne peux pas être avec tes coéquipiers. Tu peux jouer quand même, mais tu ne peux pas être avec tes coéquipiers durant la semaine. C'est l'affaire aussi. C'est ça. Même. Les coachs, ils ne sont pas vaccinés, perdent leur emploi ou presque. Tu sais, Ben, c'est pas l'affaire. C'est pas l'affaire, c'est que c'est pas coordonné comme des équipes de la NFL, de la NHL, de l'UFC. Le combattant s'en va tout seul. Mais, on va dire, American Top Team, il y a du monde en maudit qui se frotte là. C'est en Floride. Là. Je veux dire, il y en a des combattants qui sont là. Tu penses qu'ils font des tests COVID à tous les combattants qui rentrent dans le gym? Ben non, voyons donc. Puis là, c'est en train de repartir en couille, là, vraiment. En Floride, là, ça va pas bien. C'est ça. Je pense que c'est la responsabilité de chacun de faire ça, mais faut que tu t'entraînes à quelque part. C'est ça le problème. Si tu veux être prêt pour t'entraîner, tu vas être prêt pour te battre. Ça te prend des partenaires d'entraînement, puis c'est comme un dead-end. Tu es comme un cul-de-sac. Je vais-tu ou je vais-tu pas? T'sais. En tout cas, bref, on va voir si ça va continuer à gâcher la vie de l'UFC, tout ça. Mais de toute façon, c'est une réalité dans laquelle on vit depuis longtemps, puis l'UFC a toujours réussi à mettre des galas, va continuer à le faire malgré tout. Il y a encore des embûches, mais ça ne les empêche pas de mettre à chaque semaine des galas sur pied. Il y a 2 semaines, Corey Sandhagen affrontait TJ Dillashaw. C'était finalement le grand retour de TJ Dillashaw, qui avait encore, après 2 ans d'absence, et même un peu plus, parce qu'il y a eu quelques blessures aussi qui ont retardé son grand retour. Bon, victoire controversée, entre guillemets, de TJ Dillashaw. C'est pas le vol du siècle, mais une majorité de gens est convaincue pense que Sandhagen aurait mérité la victoire. C'était ultra, ultra relevé, ultra, ultra serré également. Comment tu perçois ce combat-là? J'ai comme tendance, pas que j'aime particulièrement TJ Dillashaw, surtout qu'il a pris de l'EPO. C'est sûr qu'il part avec 2 prises, mais je lui lève quand même mon chapeau d'être revenu dans le combat, a perdu carrément le 2e round, s'est fait malmener au 2e round, ça a failli se terminer là. Est revenu dans les 3 derniers sur une jambe et demie, là, il était clairement hypothéqué, tout ça, est allé puiser dans sa résilience, son courage pour revenir en force et arracher la victoire à Corey Sandhagen, un combattant ultra, ultra talentueux aussi. Donc, j'ai tendance à donner beaucoup de crédit à TJ Dillashaw quand même. Oui, puis tu as raison, c'est un combat qui était ultra serré. Moi, j'avais TJ 3-2, exactement le même score. Je pense que TJ, il s'est fait malmener dans un round seulement. Tout le monde disait, mais check ça à la face. Ouais, mais c'est arrivé dans un round, ça. Il s'est fait démolir la face en un round. Puis c'est au premier, au deuxième, quand il s'est sorti d'une clé de jambe, il a twisté, son genou a twisté, puis il a mal à la jambe. Je pense que Sandhagen, il a vu qu'il s'est fait exposer, je pense, au niveau de sa défensive de la lutte. Il s'est fait exposer qu'il y avait une faiblesse au niveau du corps à corps, au niveau de la lutte. TJ, c'est un bon lutteur, mais on s'entend, c'est pas le plus grand lutteur de cette catégorie-là. Fait que Sandhagen, je pense, je sais pas, je trouve que ça y a pris du temps avant de partir, le premier round. Deuxième round, ça a bien été, mais après ça, il a comme stallé un peu. On dirait qu'il a pris un round de congé, un round off à un moment donné. Fait que, je pense qu'il a couru un peu à sa perte aussi, Sandhagen. Mais tu as raison. Si ça avait été de l'autre côté, j'aurais pas été choqué non plus. Moi, j'avais TJ 3-2. Mais moi aussi, je suis quand même impressionné de le voir revenir après 2 ans, après toute la merde qu'il a effacée. Il l'a mérité, tu vas me dire. Tu as fait raison. Mais tout ce qui est tombé sur lui, puis tu sais, il s'en cache pas. Là. Il dit, ouais, j'ai triché. It is what it is. Et là, regarde, j'ai payé ma peine 2 ans. Puis là, je reviens. Il a fait un 5 rounds. On se demandait s'il allait avoir l'énergie et le cardio nécessaire pour faire 5 rounds sans un PO. Ben, ça a l'air que oui. C'est sûr que ça faisait 2 ans aussi qu'il ne s'était pas battu. Fait que, se rendre à la fin, rendu au 5e round, c'est un peu plus rough, c'est un peu plus difficile, mais c'est normal. Mais non, en tout et partout, c'est un beau retour pour TJ. Et là, on va avoir la chance probablement d'avoir un combat, je ne sais pas, championnat. Là. Il a battu l'aspirant numéro 2. Là, il s'est rendu, lui, le 2e au classement chez les 135 livres. Pietorian et Aljamain Sterling vont s'affronter en octobre. En octobre, oui, c'est ça. Ça a été à UFC 267 en demi-finale. J'imagine que TJ Dillashaw attend le gagnant de ce combat-là pour sa prochaine sortie. Là. Absolument. Puis je ferais la même affaire. Je veux dire, on lui a donné quelqu'un de vraiment, vraiment tough pour revenir.
c'est peut-être sûrement à lui qui l'a demandé aussi. Puis il a passé à travers. Écoute, que tu gagnes par 100 pieds ou 1 pied, tu gagnes. Je veux dire, lui, c'est ça. Il regarde sa fiche, puis il a gagné face à Sanagan. Fait que normalement, il serait supposé être en lice. Effectivement. Donc, à suivre pour TJ Dillashaw. Puis ça va lui permettre aussi de prendre un repos, là, parce que oui, il y avait 2 ans de repos avant, mais ça a été une guerre. Là. Fait qu'il ne peut pas revenir. Il faut qu'il prenne le temps quand même de se remettre de cette guerre de 5 rounds-là contre Corey Sandhagen. Et puis ça va être intéressant de voir Sandhagen. Oui, un pas de recul, mais c'était tellement serré. C'est drôle, hein, parce que la coupure là, était juste ici. Puis j'ai vu une espèce de schéma que l'UFC ont fait pour la commission, que la commission éthique a fait sur les coupures quand ça doit être arrêté et non arrêté. Ils ont fait une espèce de schéma là-dessus, puis il y a 8 places qui marquaient où s'il y a des coupures. Puis là-dessus, il y a juste 3 endroits que le combat va être arrêté vraiment. Dont une qui est, lui, il avait comme dans le côté de l'œil, mais à la verticale. Exact, à la verticale, mais si elle avait été dans le milieu, là, le combat aurait été arrêté. Il y a comme des places. En tout cas, et puis il y avait 3 places. Puis je trouvais ça intéressant parce que, la coupure était verticale, le coin de l'œil était vraiment profonde. Oui. J'étais là, sérieusement, c'est pas une bonne coupure. Là. Celle-là, il n'y a jamais de bonne coupure, mais celle-là, elle était vraiment pas à bonne place. Là. Puis après ça, le docteur il est venu, mais ils ont fait une bonne job quand même pour arrêter le sang. Mais écoute, c'est ça. J'ai compris après, j'ai vu le schéma, je suis OK, s'ils l'ont fait de même, ça doit être de même. Là, mais... Ouais, c'est ça, il doit y avoir une raison scientifique derrière tout ça, mais c'est vrai que la coupure était vilaine. Mais c'est une coupure qu'il y avait eu à l'entraînement, hein, parce que je ne sais pas si tu avais vu les entrevues qu'il avait données avant le combat, même le countdown ou les reportages que l'UFC avait fait. On le voyait qu'au-dessus de l'œil, il était magané, le TJ Dillashaw. Ça avait été un camp d'entraînement, je pense, difficile, puis je pense que ça a rouvert. Je pense qu'il s'attendait à ce que ça rouvre de toute façon, parce que ça n'a pas le temps de guérir à 100%, là, mais il est passé par-dessus. Donc, belle victoire de TJ Dillashaw à son retour il y a 2 semaines. On va faire le portrait chez les poids légers parce que début du mois, mi-juillet, il y a eu 2 galas ultra importants là, qui ont un peu changé le portrait chez les poids légers. Bien sûr, l'UFC 264, où Conor McGregor s'est fracassé la cheville. C'était pas beau à voir. On était ensemble en studio avec Georges, puis c'était pas beau à voir. Mais crédit à Dustin Poirier qui a cimenté sa place d'aspirant numéro 1 et lui va vraiment affronter Charles Oliveira, le champion, au cours des prochains mois. La semaine suivante, il y a eu Islam Makhachev, le protégé, le dauphin de Khabib Nurmagomedov, qui a complètement dominé Thiago Moises, qui est allé de victoire impressionnante par soumission et qui, lui, a fait son entrée dans le top 5. On a Michael Chandler qui va affronter Justin Gaethje. Ça, je sais que tu salives à cette idée-là. Mais Makhachev va affronter Rafael Dos Anjos. Rafael Dos Anjos, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, c'est la division là, en arts martiaux mix, les poids légers. Oui, là-dedans, il y a Dan Hooker à quelque part aussi. Encore une fois, cet automne, ça va être juste incroyable. Oui, c'est sûr et certain. Puis, le monde pense à Conor est fini. Il va revenir encore. Puis, il n'a pas fini, Conor. De toute façon, il va faire un combat de boxe en chaise roulante pour une. Je sais pas si c'était ça. Non, mais j'ai relu ça, c'était pour ramasser des fonds pour une fondation. Là. Voyons donc. Je ne suis pas surpris qu'il ne le fasse pas. Mais écoute, oui, les 155 livres sont vraiment solides. Écoute, pour revenir au combat avec Dustin et Conor, je pense que Conor a fait une grosse erreur. Je veux dire, quand il est allé pour la guillotine, il était un peu débordé, il s'est fait toucher, là, mais il est allé pour une guillotine. Puis moi, ce que j'enseigne, ce que je dis, jamais perdre une position pour une soumission. Faut que tu sois sûr en maudit ta guillotine pour te pitcher sur le dos, ou il reste une couple de secondes au round puis tu vas l'essayer. Sinon, s'il arrive exactement ça, qu'est-ce qui arrive? Il arrive, surtout quand tu as un gars qui est black belt, qui est de souvent du jiu-jitsu brésilien, puis il sait quoi faire. Il ne va pas paniquer, il va se lever, comme il a fait, il a passé par-dessus, puis là, tu perds la guillotine, puis là, tu te retrouves en dessous, tu perds la position, tu donnes une position gratuite à ton adversaire qui n'a même pas travaillé pour te mettre sur le dos. Fait que moi, ce genre de tentative de soumission-là, je suis vraiment, vraiment pas un fan de ça. Puis on l'a vu pourquoi. C'est exactement ce que je t'ai expliqué, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis ça arrive tellement souvent. Fait que, je pense que c'était peut-être un peu en panique, puis en même temps, tu regardes le pedigree de Conor, c'est pas un grand gars de soumission. Y aller contre Poirier,
Il avait peut-être mal à la jambe aussi déjà, qui explique pourquoi il est allé lui-même au sol et tout ça. Là. Parce que quand il s'est fracassé la jambe, ça n'a pas été trop long. En fait, c'est en mettant juste un petit peu de poids sur sa jambe qu'il se l'est cassé. Donc, il y avait clairement quelque chose à ce niveau-là déjà. Ben lui, il dit qu'il y avait déjà une fracture de stress. Il a sorti des photos d'entraînement avant. Il a sorti des photos d'entraînement avant, puis des choses comme ça. Il y a une vidéo qui est sortie aussi qu'il avait pogné la pointe du coude, puis que c'est là que ça avait fracassé au complet parce qu'il y avait déjà une fracture de stress. Peu importe. Je veux dire, c'est les dangers du métier, puis regarde, les blessures, ça fait partie de la job, puis c'est plate, mais c'est ça. OK, je m'en vais dans un combat de championnat, pas de championnat du monde, mais une finale d'un gros événement avec une fracture de stress. Puis ma stratégie, ça va être de donner 8 coups de pied en partant. C'est ça, moi, que j'ai un peu de misère, mais bref. T'as raison. Écoute, Pat, il nous reste une dizaine de minutes. Je veux t'entendre. Dos Anjos contre Makhachev en 2 minutes. Si Makhachev bat Dos Anjos, ça va être. C'est un peu le nouveau venu contre le vétéran, tout ça. Il n'y a pas grand monde qui va vouloir affronter Makhachev. Il n'y a déjà personne qui veut l'affronter. Fait que, ça ne changera pas rien pour lui, mais sauf que là, s'il bat un ancien champion du monde, là, il commence à mettre des gros noms à sa fiche. Fait que, ça va être juste bon pour lui. Puis, pour avoir des plus gros combats, il y a Nurmagomedov dans son bar aussi. Fait que ça, c'est un bon pouvoir de. Il n'y a plus de négociation, mais je pense qu'ils ont une bonne relation avec le boss. Oui, probablement. Et quel coach, Nurmagomedov? 3-0, 3 victoires, aucune défaite pour ses poulins à Bellator. Grosse victoire de Makhachev quelques semaines auparavant. Puis t'as-tu vu, vite, là, parce qu'il nous reste 9 minutes, au Bellator, son gars, il a knocké son adversaire, puis il est allé aider son adversaire à se mettre sur la civière. Il a pris soin de l'adversaire de son gars qui l'avait knocké. Écoute, c'est beau à voir, ça, quand même. UFC 265, Cyril Gane contre Derek Lewis pour le championnat intérimaire des poids lourds, Pat. J'espère qu'on va avoir de l'action, mais j'espère. Moi, j'espère qu'on a fait ça parce qu'on a signé Jones Ngannou puis on va l'annoncer ce soir-là aussi. Parce que Lewis était en liste pour se battre contre Ngannou. On n'avait pas de date, mais ça avait été annoncé. Puis là, tu sors de là pour faire un combat intérimaire. Pourquoi un combat intérimaire? Le champion est en santé. Ngannou, là, il non plus comprend pas. Il est comme Guillaume, what the fuck, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avec mon combat? Fait que je ne sais pas, mais il y a de quoi qui se passe, puis qu'on ne sait pas, puis c'est sûr que ça doit impliquer John Jones. Mais, crème, Derek Lewis, il a une chance de knocker tout le monde avec un coup de poing. Il est plus agile qu'on pense. Il a des bons coups de pied. Sa condition physique est meilleure un peu aussi. Mais si on parle d'agilité, c'est ça, on va du côté de Cyril Gane. Sauf Cyril Gane, ces 2 derniers combats, il nous a endormis, puis pas à peu près. Fait que, là, il va falloir qu'il nous en donne un peu. Puis je comprends ta crainte en voulant dire on espère avoir de l'action parce que, Derek Lewis a déjà endormi solide contre Ngannou. Puis dans les 2 derniers combats, il a fait la job, Cyril Gane. Mais si bol, c'était long, là. C'est ça. Mais c'est un combattant que j'aime beaucoup. Effectivement, déception à ses dernières sorties. Et Derek Lewis, lui, il attend le gros coup de poing. Donc, hâte de voir quelle sera la stratégie des deux. Mais bon, ça va être à voir ce samedi, télé à la carte. Ouais. Vous allez être en studio pour la carte préliminaire à RDS avec Georges et Jean-Paul aux heures habituelles, 20h. Donc, samedi. On va finir avec quelques nouvelles chez nos Québécois. Johan Lennes, en partant, ton bon ami Johan, qu'on a reçu au podcast en début d'été, champion d'une promotion Cage Fury. Ouais, Cage Fury à Philadelphie, aux États-Unis. A la chance de faire le saut à l'UFC, Pat. Dis-nous en plus. Absolument. Une victoire, une fiche de 7-0. 5 combats qui a fini avant la limite. Donc, on a reçu, je dis on parce qu'on s'entraîne ensemble maintenant. Je m'occupe un peu de lui. Il est venu me voir pour plus des bons conseils de carrière. Conseiller senior, puis j'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis je l'aime beaucoup, Johan, parce que c'est un gars qui est super facile à coacher. C'est un gars qui a le cœur sur la main, puis il veut. Il veut pour les bonnes raisons. Fait que je souhaite énormément de succès. Puis écoute, ça va se passer le 2 novembre. L'UFC a appelé. On lui donne une chance pour le contender face. Je m'excuse, le nom de son adversaire, je l'ai oublié, mais c'est un gars qui est 6-0. Je pense qu'il y a 6 finishes aussi. Là. Donc 4 KO, 2 soumissions, si je me souviens bien. Mais c'est un gars qui est invaincu, c'est un Anglais d'Angleterre. Un gars qui est quand même assez intense, met beaucoup de pression. Mais écoute, Johan, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Il reste à le peaufiner. Il reste à lui donner peut-être plus de confiance, puis peut-être l'entraîner comme un vrai athlète d'arts martiaux mixtes.
que quelqu'un s'occupe plus de lui, de ses choses, puis que lui, il a juste besoin de penser au combat, puis it is what it is. Mais oui, exact. Puis tu sais, ça pourrait être le prochain. 2 novembre. 2 novembre. OK. Exact. Donc, il y a beaucoup de temps pour faire des choses, régler des petits bobos. Il y a une petite blessure à la cheville, mais tu sais, c'est rien de trop grave. Puis, écoute, ça pourrait être le prochain Québécois qui va faire le vrai saut dans l'UFC. Ben, on va lui souhaiter, puis on aura la chance de parler à Yohan avant ce gros combat au mois de novembre, ça c'est sûr. Olivier Aubin-Mercier, lui, va être en action le 13 août prochain contre Nathan Schultz. Ça, c'est le double champion de la PFL. Le double champion qui ne s'est pas qualifié pour les demi-finales cette année, mais qui est quand même de retour en action le 13 août prochain. Il va affronter le Québécois, le Canadian Gangster. On va présenter ça en direct sur les ondes de RDS. Donc, combat très important. Une belle vitrine pour Olivier pour être réinvité encore une fois l'an prochain au tournoi à $1 million de la PFL. Puis Olivier a reçu sa ceinture noire de Jiu-Jitsu hier. Je ne sais pas si tu as vu ça. Bel accomplissement. Deux belles nouvelles en peu de temps pour Olivier. Là. Ben oui, puis je veux dire, c'était un no-brainer qui reçoit sa ceinture noire de jiu brésilien. C'était une question de temps. Puis encore une fois, je suis sûr qu'il est très, très motivé, mais là, on lui donne une motivation de plus. Je veux dire, tu reçois ta ceinture noire, là, tu es comme, OK, good. Là, tu es dans un bon vibe, affronter l'ancien champion du monde. Tout va bien là, pour Ali. Là. Fait que, c'est une belle vitrine, tu as tout à fait raison. C'est très bientôt, dans 10 jours. Fait que, oui, on lui souhaite encore une fois de revenir. Il est revenu avec une belle performance sur son dernier combat, presque 2 ans sans gagner, 3 défaites de suite. 2 ans sans combattre, 3 défaites de suite. Il revient avec une super belle performance. Fait que, oui, ça va être, comme tu dis, c'est une excellente vitrine pour lui. Manquez pas ça. Je vais être en compagnie de Valérie Letourneau pour la description et l'analyse. 13 août, RDS2, Olivier Aubin-Mercier va être en action. Sur la carte également, il va y avoir Rory McDonald qui, lui, va faire sa demi-finale chez les mi-moyens contre Rick Cooper III. Patrick Côté, merci d'avoir pris le temps en ce début août là, pour faire un petit récapitulatif de la planète arts martiaux mixtes. Yes. On va se retrouver, Pat, en septembre sur une base hebdomadaire. Là. Comme d'habitude, on va reprendre notre horaire habituel au mois de septembre. D'ici là, mon ami, prends soin de toi, passe une belle fin d'été, puis on se retrouve bientôt. Hein. Ciao, bye. Ciao.